Good picture, Steve. Roger roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe d'ORLM vous propose de découvrir la Surface Studio de Microsoft. Alors, que vaut le premier ordinateur de bureau de la firme de Redmond? Va-t-il faire de l'ombre à l'iMac? Les créatifs, cibles privilégiés de la pomme, vont-ils succomber à cet ordinateur tout en un et tactile? Apple devrait-elle s'en inspirer pour son prochain iMac? Débat. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, non pas à l'école 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech, mais ici dans ce magnifique loft parisien à l'invitation de Microsoft pour nous présenter la Surface Studio. Il est important de noter que cette émission n'est en aucun cas sponsorisée par Microsoft. On va faire ensemble le tour de la question de la Microsoft Surface Studio et on va le comparer, si vous voulez bien, à l'iMac. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver en plus de notre chaîne préférée sur Dailymotion, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez podcaster l'émission, vous nous retrouvez en une version HD et une version audio sur iTunes. Et puis bien sûr notre application pour iOS et pour Apple TV pour nous regarder sur l'iPhone, sur l'iPad et sur l'Apple TV de la télé du salon. Et puis si vous aimez les réseaux sociaux, vous nous retrouvez sur Twitter sur le compte @onrefait-le-Mac et sur la page Facebook On refait le Mac. Cette semaine à mes côtés pour co-présenter cette émission, Monsieur Gonzague d'Ambricourt de Bouche Cousue. Bonjour Gonzague. Salut Olivier. T'as un peu touché à la bête? J'ai un peu touché la bête. L'iMac made in Redmond. Le grand iMac. Voilà, c'est un beau produit. On va en parler avec le chef produit justement de Surface de Microsoft, Monsieur Quentin Hilbert. Bonjour Quentin. Bonsoir Olivier. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de nous accueillir dans cet endroit pour parler un petit peu. Un endroit assez créatif parce que c'est plutôt un objet dédié aux créatifs avant tout. Oui, un objet dédié aux créatifs et puis du coup on a voulu là, le mettre dans son élément pour qu'il baigne dans son jus et puis on l'a fait tester par des créatifs. Donc du coup on a plein d'avis. Voilà, on a convié un artiste illustrateur qui vend des univers illustrés à pas mal de grandes marques, qui s'appelle Mike Stefanini. Je ne prononce pas la Corse, mais c'est pas grave. Bonsoir Marc, ça va bien? Super. Voilà, donc c'est toi qui va tout à l'heure nous faire quelques démos et montrer comment on peut l'intérêt d'avoir du tactile ou pas sur un ordinateur de bureau. En duplex via Hangar du côté de la rédaction non pas du côté de la rédaction de la chaîne Info, il est chez lui, mais il fait toujours partie, et plus que jamais, de la rédaction de LCI. Monsieur Cédric Ingrand. Bonjour Cédric. Eh oui, je ne suis pas au Venetian de Las Vegas. Je vais faire comme toi qui dit je suis pas à 42, voilà. Non, je suis pas au Venetian, je suis dans le 9e à Paris. Ouais. Et tu as raison, j'ai emprunté les bureaux de mon épouse, voilà, parce qu'elle a une très grosse connexion Internet, donc forcément ça marche. Ouais, on est mieux, voilà. Et puis c'est rangé, voilà. Madame, j'ai noté. Hein. On reste en famille, oui. On reste en famille, à la Corse. Voilà, exactement. Autre habitué de cette émission, Monsieur Julien Gay, de quoi Julien maintenant? On te présente comment Julien? Écoute, on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais je vogue en tout cas vers de nouveaux horizons, voilà. Je suis ravi de vous retrouver, et comme Cédric se dit, alors lui il est pas... T'es pas où déjà Cédric? Je suis pas au Venetian de Las Vegas. Ouais, au Venetian, voilà. Écoute, moi je suis pas au W d'Austin. C'est juste à Lyon, mais c'est déjà pas mal. À Lyon, voilà. Dans mon bureau, c'est un peu moins sympa, mais voilà. Mais je suis heureux de vous retrouver. Cette émission, elle est un peu faite spécialement pour toi, tu en as conscience ce soir. Hein. C'est un peu toi notre caution du côté obscur de la force, à savoir Windows, bien sûr. Oui, mais un jour tu verras la lumière, Olivier. Oui, écoute, on va essayer de l'avoir ce soir, il y en a plein. J'ai un autre duplex avec un autre ancien journaliste et consultant émérite, Monsieur Thierry Derouet. Bonjour Thierry. Eh oui, moi je ne sais pas d'où je ne suis pas, mais en tout cas j'y suis. Bon. Et voilà, donc... Mais au moins j'ai une bonne connexion, moi. T'as une télécourbe? Ouais, je sais, je l'ai tordu. On va essayer de faire la même chose tout à l'heure avec le Surface, mais je vous propose d'abord qu'on passe par le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est le résultat du sondage de la question qu'on vous a posée sur le compte On refait le Mac via Twitter. Cette semaine, on vous a posé comme question: pensez-vous qu'Apple devrait s'inspirer de la Surface Studio de Microsoft pour ses futurs iMac? Vous étiez 306 à répondre quand même. 52% vous avez répondu oui. Surprise, il n'y a même pas ballottage, et 48% ont répondre non, donc apparemment l'iMac serait une bonne... La Surface Studio, Cédric, serait une bonne source d'inspiration pour Apple, tu y crois de ton côté? Tout le monde regarde tout. Hein. Je suis pas sur un chiffre étonnant qui n'a
pas rien à voir, mais presque, tu vas comprendre. Tous les ans, CES sort un rapport, tu vois, un truc de commissaire aux comptes sur les gens qui vont visiter CES. Et il y a plein de gens qui disent, CES, c'est pas intéressant, Apple n'y est pas. En 2016, parce qu'on n'a pas encore les chiffres de cette année, Apple a envoyé peut-être 500 personnes à CES. Donc, si tu veux, évidemment que tout le monde regarde tout le monde et qu'Apple, étant le plus gros, regarde encore plus tout le monde que tout le monde. Maintenant, tu vois, chacun a un peu à la fois son territoire de marque, son ADN de design et d'usage. Donc, oui, mais de fait, ce que sort Microsoft aujourd'hui, c'est un peu comme la première fois qu'on a vu la table Surface, où on s'est dit « Holy fucking shit, pourquoi Apple n'a pas fait ça ?» Ouais, et là, il y a quand même chaque marque a son ADN, mais il y a quand même, on va essayer de vous le montrer ce soir, quelques éléments communs, quelques inspirations communes. Et on va commencer, si vous êtes d'accord, tout de suite avec le design. Le design, un PC tout en un, vraiment dans l'inspiration de l'iMac, qui est juste à côté. Je ne sais pas si on le voit sur le plan, mais l'inspiration, elle est là. L'ordinateur de bureau, le premier ordinateur de bureau made in Redmond est un ordinateur tout en un. Pourquoi ce choix ? C'est un ordinateur tout en un qui va compléter la gamme Surface. On a une famille maintenant. On avait Surface Pro 4, Surface Book. Pour les gens qui suivent un petit peu l'actualité de l'entreprise, on avait aussi Surface Hub, qui n'est pas vraiment un produit grand public, mais qui est accessible. En tout cas, c'est un produit dédié vraiment aux entreprises et aux espaces collaboratifs. Ouais, c'est ces grands écrans tactiles géants. Collaboratifs qu'on va mettre dans les salles de réunion, très bien, dans les espaces. Studio dont on fait le Mac, par exemple. Par exemple. Mais il y a quand même du Windows dessus. Donc on peut s'arranger. On l'oublie. Voilà. Et voilà. Et donc, Surface Studio, ça vient compléter cette gamme-là. Ouais. On pense surtout qu'avec Windows, on a un environnement qui est tactile, donc sur tous les écrans. Donc on peut jouer aussi de cette homogénéité-là. Il paraît qu'il y a du tactile, mais on va y venir. Ouais. Mais pour rester sur le design en lui-même, il y a quand même... On retrouve une inspiration avec la possibilité de surélever le pied. C'est quand même assez différent du concept de l'iMac qui est installé juste à côté, dans la mesure où l'électronique n'est pas embarquée derrière l'écran, mais à la base, plutôt. Ouais. En fait, on a fait le choix d'intégrer tous les composants dans la base. Donc, on a vraiment un boîtier assez compact qui va servir de base pour intégrer tous ces composants-là. Et puis, ça nous permet d'avoir un design assez aéré sur les bras chromés qui vont porter l'écran. Et puis, surtout, un écran très fin. Ça fait penser un peu à une sorte de Mac Mini qui hébergerait... plus petit qu'un Mac Mini encore. Qui hébergerait l'ensemble des composants et puis déporter l'écran... De bras en aluminium, très fin, 12,5 mm d'épaisseur. On voit qu'il y a un gros effort qui est fait en matière de design. Ça semble assez ingénieux. Ça rappelle, on l'a dit, l'iMac tournesol. Souvenez-vous, c'est un iMac dont l'écran pouvait s'orienter dans tous les sens. Et beaucoup de fans de la marque le regrettent. Effectivement, à l'époque, l'électronique était embarquée non pas à la surface, mais à la base. Bref. Mais là, Quentin, la studio va beaucoup plus loin qu'en matière d'orientation, puisqu'on peut carrément transformer l'ordinateur, l'écran en une tablette graphique. Oui, et en fait, comme une sorte de, c'est quoi, on appelle ça comment, un bureau d'architecte, c'est ça? Ouais, en fait, on pourrait parler de table à dessin ou de table d'architecte. En fait, l'idée, c'est vraiment que ces bras chromés qui portent l'écran intègrent en fait beaucoup de composants et de mécaniques, des ressorts, des contre-ressorts, des suspensions, qui vont permettre d'opérer cette bascule. Et l'écran, pour la petite histoire, fait plus de 5 kg, donc c'est quand même assez volumineux. Et puis tout l'enjeu derrière ça, c'était de pouvoir faire une bascule avec la sensation que vraiment on a une facilité pour le déplacer, le baisser et le lever qui est assez déconcertante. Ouais. Mike, ça se passe comment de ton côté? C'est assez agréable la possibilité de bouger l'écran? Tu peux nous montrer comment ça se passe? Ça se fait d'une main, de deux mains? Vraiment, c'est assez intuitif en fait. C'est vrai que quand on a l'habitude des tablettes, simplement l'écran est géant quoi. Donc, tu peux vraiment le manipuler, c'est-à-dire le bouger l'écran facilement, si tu peux l'orienter. Alors l'écran lui-même, ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci, c'est vraiment avec une main. C'est vrai que là, si je le mets vraiment en bas, on pourrait craindre que l'ordinateur ne glisse, mais en fait que la base est suffisamment lourde pour ça. Non, quoi. Ouais, il ne glisse pas sur le bureau, ça c'est sûr. Ou si vraiment j'insiste, mais bon, il n'y a pas de raison d'insister. Et en fait. Après, même quand j'appuie sur l'écran, il n'y a pas de problème. En fait, ça reste vraiment stable, quoi. Ouais. En fait, on peut le positionner, on peut le baisser à fond, effectivement. Alors, on a une inclinaison de 20 degrés, donc là, on ne pourra pas aller plus bas. Ouais. Mais par contre, effectivement, on peut arrêter l'écran en cours de route, à 45, 50 degrés. Il va rester stable dans cette position-là, et puis on peut travailler dans cette position. Ouais, il y a vraiment un gros effort, un gros souci de détail, vous l'avez vu dans le design. On peut dire que Microsoft essaie de reprendre un petit peu les codes d'Apple sur ce point-là, si bien que si on cache le logo de Microsoft, on pourrait le prendre pour un produit d'Apple. Regardez ce micro-trottoir réalisé par Clément Lano
devant l'Apple Store de l'Opéra. C'était en octobre dernier. On l'avait déjà diffusé dans cette émission, mais on va vous le rediffuser ce soir. Regardez la réaction des gens, c'est assez éloquent. Je reconnais vraiment Apple. Au niveau du design et de la pub en elle-même, c'est très épuré, très classe, très clean, et ouais, c'est reconnaissable parmi toutes les pubs de leurs concurrents, c'est sûr. C'est bien, c'est Apple, c'est propre, c'est net, c'est joli. Est-ce que c'est un peu une innovation d'Apple de mettre des écrans tactiles comme ça sur des grands écrans ? Surtout qu'il n'y a qu'eux qui font ça, non ? À part sur les petites plaquettes pour Samsung et ainsi de suite, mais non, je trouve ça très bien. Je crains quand même une certaine lassitude des clients vis-à-vis des produits Apple, mais là, ça a l'air d'être un bon produit. C'est un peu la touche Apple. Oui, tout à fait. Ouais. La qualité des matériaux, j'imagine, le design, oui, tout est sympa. Ouais. Je pense que ça peut relancer la ligne du Mac. Je trouve qu'ils sont en avance, ouais. Toujours en avance. Ça se voit là, c'est plein, donc c'est qu'ils sont en avance. C'est reconnaissable dans tous les produits de toute façon, et non, ça a l'air pas mal. Encore une fois, ça soigne son image, c'est très propre, ça se veut accessible à tous, et ça l'est. Il n'y a pas de trop de bidouillage à faire. C'est Apple, c'est propre, quoi. Thierry, ta réaction, c'est assez marrant que des fans de la marque puissent se faire, pas vraiment des super fans, mais en tout cas des habitués de l'Apple Store puissent se confondre avec un produit d'Apple. C'est pas gratuit, parce que quand on regarde un petit peu les codes marketing qui sont employés, aussi bien sur la beauté, la façon de présenter le produit avec les petites pièces qui sont embarquées dans l'appareil, on dirait vraiment des présentations d'Apple. Donc les codes marketing d'Apple ont été repris ce coup-ci par Microsoft. Bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'il peut y avoir une confusion. Ouais, on sent bien, Julien, que depuis le départ de Steve Ballmer, il y a vraiment une autre direction qui est donnée dans la conception des produits. Microsoft veut vraiment s'installer comme un constructeur à part entière, premium, plus simplement montrer aux autres constructeurs comment bien fabriquer des PC, en gros. Et là, il y a les mêmes recettes qui sont utilisées qu'Apple, avec un département de design notamment, qui prend l'importance au sein de Microsoft aujourd'hui. Oui, tout à fait, à ceci près que c'est pas depuis le départ de Steve Ballmer. Je dirais que c'est peut-être l'une des dernières choses qu'il a insufflé, puisque la division Surface avec Panos, elle était déjà là pour la première Surface Pro. Donc finalement, c'est peut-être un des derniers trucs qu'il a réussi. Par contre, il est plus là il est plus en poste chez Microsoft pour en voir le succès, mais il le voit de l'extérieur. Mais oui, pour le reste. Plus de basket par les temps qui courent, d'après ce que j'ai compris. Ouais, je crois bien. Ouais. Mais oui, clairement, c'est la même inspiration, et on l'a bien vu sur les keynotes précédentes qu'a pu tenir Microsoft, notamment sur les Surface Pro, où les équipes ont passé beaucoup de temps sur des petits détails qui sont parfois même pas visibles. Typiquement, le système de refroidissement de Surface Pro 3, ce genre de choses. Sont ultra marketés comme on peut le voir chez Apple en fait. Ouais, on peut dire de manière générale, Cédric, qu'Apple a ouvert la voie sur la manière de vendre des produits premium aujourd'hui. Les recettes, elles sont pas... il n'y en a qu'une, c'est faire un produit de qualité et de design. Il y a un designer en chef chez Microsoft qui s'appelle Ralph Green, j'espère que je n'écorche pas son nom, et c'est amusant, Cédric, puisque c'est un ancien de Frog Design, l'ancien studio d'Apple au début de l'ère de Steve Jobs. Il y a quand même une énorme différence de culture, c'est-à-dire que Microsoft est au hardware, ce qu'Apple est au software, à peu de choses près. Ouais. Microsoft gagne son argent avec le software, Apple massivement, et vice-versa. Du coup, c'est le seul vrai regret qu'on a quand on voit toutes ces machines chez Microsoft, parce qu'il y en a qui sont absolument magnifiques, c'est qu'on te les montre, et puis après tu t'aperçois que ah oui, mais attends, ça va être distribué uniquement aux États-Unis, en très petite quantité, il n'y en aura pas beaucoup, toi tu pourras 8 mois après peut-être. Donc en fait, il y a un effort pour les faire, un effort pour les montrer, il n'y a pas vraiment un effort pour les vendre. Ça reste des marchés qui sont, en tout cas à l'échelle de Microsoft, des marchés de niche. C'est-à-dire que Microsoft n'est pas en train de devenir une boîte de hardware. Je mets Xbox de côté parce que c'est quand même très particulier. Ouais. Et donc, il manque encore ça. C'est-à-dire que c'est un effet vitrine. Si tu veux, c'est un peu comme les Nexus ou les Pixels chez Google. C'est un truc qui montre la voie, qui dit, voilà, l'état de l'art, c'est ça, et nous, on sait le faire. Ça montre
aussi aux constructeurs vers où il faut aller, et ça a d'énormes vertus. Mais voilà, il y a cette frustration. Quand on te montre une machine, tu sais que tu l'auras pas dans un store la semaine d'après. Et c'est intéressant ce que dit Cédric, Quentin, cette volonté de... évidemment, c'est intéressant. Évidemment, c'est pour ça que tu es là quasiment chaque semaine et que tu es payé des millions pour ça, bien sûr. Quentin, c'est intéressant effectivement de se dire que cette machine est un peu un totem pour montrer la capacité de Microsoft de construire des machines premium qui sont au niveau de ceux d'Apple et peut-être même de montrer une capacité d'innovation qui serait peut-être en manque aujourd'hui. C'est plutôt bien joué chez Microsoft. Oui, en fait, c'est des choses qu'avaient intégré et qu'ont intégré Apple, effectivement. Hein, cette capacité à maîtriser le hardware et le software et de combiner tout ça pour montrer des scénarios d'innovation. Donc c'est vrai que quelque part, en arrivant sur le hardware et puis en développant Windows, tout ça de concert, on arrive en fait à créer des nouvelles expériences, développer des nouveaux usages et en plus effectivement amener beaucoup de cohérence dans au-delà, ce que disait Cédric, l'ambition c'est pas forcément de vendre des milliers, c'est vrai qu'on en parlera en fin d'émission du prix, mais l'ambition c'est aussi de faire un coup et de montrer, regardez, on essaie de faire l'un des meilleurs PC tout en un du marché qui correspond vraiment à l'état de l'art, quoi. Oui, alors c'est là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que par exemple, il y a eu un parti pris très fort au début, il y a quelques années, on en a parlé, de développer par exemple le business de Surface Pro, donc ces catégories de devices 2 en 1. On a beaucoup investi là-dessus, on a développé des nouveaux usages, on a porté ce chemin d'innovation, et puis on voit qu'aujourd'hui, on a traversé plusieurs générations de Surface Pro 2, Pro 3, Pro 4 maintenant, et on est aujourd'hui sur un marché qui s'est développé, qui est en plein essor, et puis qui a entraîné aussi toute une industrie derrière elle. Brièvement, Thierry, une réaction justement à ce positionnement de Microsoft sur ce marché-là, de ce totem Microsoft Surface Studio? C'est un peu particulier quand même, parce que c'est une des premières fois où on voit Microsoft se positionner clairement sur un marché de niche qui s'adresse spécifiquement à des créatifs. Hein. On va en parler tout à l'heure. On peut quand même se remémorer un petit peu la stratégie d'Apple qui était celle-ci au départ, qui était plus, on abandonnait, on laissait tomber le côté base de données, qui était le côté un peu pas très propre de l'informatique, et on préférait se consacrer à produire des belles machines qui étaient avec un très fort focus pour accompagner tout l'aspect créatif. Alors c'est assez amusant de voir aujourd'hui Microsoft se repositionner sur ce marché qui est quand même un marché niche, contrairement à la Surface Pro, qui est quand même une machine, un peu plus, on va dire, à la fois et professionnelle et grand public, alors que là, c'est quand même un truc de niche, quoi. Non ? C'est vrai, une vraie volonté de se positionner sur les créatifs au moment où on voit bien qu'Apple, nous quand on discute avec les responsables d'Apple, ils nous disent nous on est une marque en public, on n'est plus un fabricant d'ordinateurs, c'est plus Apple Computer, c'est Apple Incorporated depuis plusieurs années maintenant. Ils sont omnibilés par la mode, on l'a vu avec l'Apple Watch, on a vu par les nominations notamment d'Angela Ahrendts, qui est l'ancienne patronne de Burberry. Donc on est très loin de l'univers bizarrement des créatifs historiques qui sont un peu orphelins, donc c'est excessivement bien joué ce positionnement. Si bien que lorsque vous avez annoncé la Microsoft Surface Studio quelques jours avant le MacBook Pro Touch Bar cher à notre ami Gonzague, ça a carrément cannibalisé l'annonce d'Apple. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a un coup très intéressant à jouer sur cette partie-là. En fait, les créatifs, le processus d'idéation dans la création, il démarre par des croquis, par de la prise de notes, par des choses qui sont très simples, très naturelles en fait. Et c'est au départ ce qu'on essaye de faire avec Windows, en rendant des interfaces tactiles, en recréant des gestes simples de je prends un stylo, une feuille de papier, et puis je vais croquer, je vais dessiner, je vais itérer, et puis de retrouver ce contenu-là après sur des écrans qui sont tactiles et de pouvoir prolonger cette expérience-là, on a effectivement quelque chose d'intéressant à jouer là-dessus. Ouais. Mike, peut-être une petite réaction de l'artiste de service ce soir. Toi qui d'habitude travailles sur du Mac, ça t'a surpris personnellement cette annonce? Quelle a été ta réaction au moment où Microsoft a présenté ça? Beaucoup d'utilisateurs historiques disaient « Ah, c'est l'iMac, on l'attendait ». C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à prendre en main la machine, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, déjà parce que je suis habitué à l'environnement Mac, mais ça ne m'a pas spécialement bloqué. Et puis, déjà c'est vrai que l'environnement des logiciels que j'utilise, donc Adobe, il est exactement identique. Et puis finalement, il y a quelque chose d'assez logique et naturel au fait d'utiliser l'écran. Et donc, comme cet écran est quand même très beau et très immersif, je pense qu'on arrive vraiment dans une dimension du travail graphique qui est assez intéressante et qui n'existe pas autrement, quoi.
Ouais. C'est une belle machine pour switcher, pas forcément dans le bon sens qu'on l'attendait il y a quelques années, mais on va y revenir. Tu parlais de l'écran, on va rentrer pas tout de suite dans le détail sur l'écran qui est vraiment la partie maîtresse de cette machine. On va vite évacuer un point important qui est qu'est-ce qu'il y a sous le capot et la connectivité. La connectivité, tout ce qu'on peut brancher sur cette machine, qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Mais avant une petite remarque de Julien, parce qu'il me fait signe qu'il voulait réagir à la partie précédente de cette émission. Je t'écoute, Julien. Oui, simplement sur le côté nouveauté hardware chez Microsoft, il faut quand même se souvenir que Microsoft n'est pas nouveau dans le monde du hardware. Et ils sont nouveaux et relativement récents en tant que PC. Fabricant de PC, ça c'est tout à fait nouveau. Et c'était même un Rubicon qu'ils ont franchi, puisque jusqu'à présent, ils voulaient, le business model, c'était de travailler avec des partenaires. Donc ça, effectivement, c'est un changement de paradigme. Par contre, depuis des années, Microsoft développe des gammes d'accessoires. C'est la division Microsoft Hardware historique. Et dans cette division, c'est ce qui me fait réagir, c'est que j'entendais également, c'est des marchés de niche. Mais Microsoft a testé que des marchés de niche, si on regarde bien sur ces 25 dernières années. Microsoft a fait des kits d'enceinte. Tu veux dire, c'est ça? Microsoft a fait des téléphones. Microsoft a fait les premiers claviers Bluetooth. Enfin, on peut les égrener comme ça. Ouais. Et dans quasiment chaque exemple que j'ai donné, c'était un marché de niche. D'accord. Tiens, puisque tu as la parole, c'est toi qui va réagir, mais d'abord je pose la question à Quentin. Au niveau de la connectique, qu'est-ce qu'on retrouve? J'ai vu un port jack, un slot SD, une sortie mini DisplayPort, un port Ethernet, 4 ports USB 3, donc il n'y a pas une volonté de regrouper, de simplifier les ports comme il y a aujourd'hui chez Apple, une autre approche en matière philosophique de connectique. Déjà, on trouvait ça simple d'intégrer des ports USB traditionnels, pas d'USB-C, ça c'était pour le Zune. Ça c'est pour faire le Surface Studio V2. Non, sérieux, c'est un peu étonnant. Ça fait Apple, l'USB, c'est quand même l'USB-C commence à être intégré. Vous m'arrêtez si je dis de bêtises, notamment Julien ou Thierry, à être vraiment adopté par les constructeurs de PC. C'est surprenant que Microsoft, pour sa machine fer de lance, flagship, dirons-nous, il n'ait pas adopté ce standard-là. Oui, même le Thunderbolt 3. On écoute beaucoup aussi les personnes qui utilisent nos produits Surface, et c'est vrai qu'on s'est posé la question, mais on nous a vraiment demandé de continuer encore avec l'USB. C'est une première raison. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on a beaucoup de clients professionnels aussi. Vous voulez pas vendre des adaptateurs? On peut faire plein de choses. Non, on pense que... Des petits connecteurs blancs à 35, 40, 50 euros, c'est formidable. Je pense qu'on a encore une génération là d'utilisation du USB, et effectivement, on voit bien que là, il y a cette demande pour continuer cet usage-là, donc on va continuer là-dessus encore sur cette génération. Qu'est-ce qu'on trouve sous le capot concrètement aujourd'hui? C'est plutôt un design une architecture d'ordinateur portable ou c'est un vrai ordinateur de bureau? C'est un vrai ordinateur de bureau. En fait, on va avoir 3 configurations. Donc on va pouvoir aussi faire le choix en fonction de son besoin de puissance et de performance. L'idée, c'est que pour des professionnels de la création, puisqu'on destine ce produit-là à des créatifs, on puisse avoir un usage le plus fluide possible. Donc notre entrée de gamme sur Surface Studio, il va démarrer en Core i5 avec 8 Go de RAM et puis une carte mobile Nvidia 965M. Et puis par contre, on va pouvoir assez rapidement basculer sur des configurations beaucoup plus musclées avec un processeur en Core i7, 32 Go de RAM, 2 Tera de stockage. Alors le stockage d'ailleurs est hybride, on intègre aussi un SSD de 128 pour le système d'exploitation. Et puis tout ça compacté dans ce petit boîtier châssis assez discret d'un point de vue esthétique. C'est-à-dire qu'on est en clair pas si éloigné de la config des iMac les plus puissants, mais c'est vrai que les iMac commencent à vieillir, ça fait presque 2-3 ans qu'ils n'ont pas été mis à jour, mais on n'est pas encore sur les dernières générations d'architecture Intel, ça reste du Skylake. Ça reste du Skylake. Pas du Kaby Lake. Pas du Kaby Lake. J'ai aussi entendu, et j'en parle de manière proactive aussi, j'ai aussi entendu, mais pourquoi vous n'avez pas intégré les dernières générations de processeurs graphiques? Et côté de chez Nvidia notamment. Et en fait, c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure pour démystifier un peu ce débat-là, au fur et à mesure qu'on met le produit dans les mains des créatifs, on se rend compte que déjà l'expérience elle est ultra fluide sur énormément de suites applicatives destinées pour les créatifs. On a fait beaucoup de tests sur Adobe, sur la suite Adobe notamment. Et puis après, on se rend compte que là où il y a des besoins d'ultra performance, et je pense notamment, j'ai rencontré des créatifs qui font de la modélisation 3D sur ZBrush et qui travaillent sur des polygones et des ensembles avec des millions et des millions de polygones, on passe de toute façon après dans une autre catégorie de machines, notamment où on va solliciter des gens qui sont spécialisés là-dedans, c'est les rendering farms, où on va faire tourner pendant des nuits entières pour restituer un rendu. Et là, effectivement, on voit bien que ce n'est pas la catégorie de Surface Studio et qu'on est aussi
dans une expérience tactile de création. Allez, on va se faire réagir notre spécialiste du monde PC, à savoir Julien Gay. Microsoft n'est pas up-to-date sur cette version-là. Non, plusieurs choses. USB-C, c'est un regret, d'autant plus que sur les derniers Lumia, il y avait du USB-C, donc c'est pas très cohérent, premier point. Deuxième point, voilà, sur l'architecture matérielle, effectivement annoncée en octobre 2016, qu'on est sur Skylake, déjà c'est pas récent, et qu'on est sur du Maxwell chez Nvidia, c'est pas récent, mais sauf que ça pose encore plus problème quand on va arriver à la commercialisation. D'ailleurs, je suis curieux de savoir quand est-ce que le produit sera commercialisé, parce que là, vraiment, ça sera ancien. Et sur un produit premium et flagship, comme ça, c'est difficile. C'est difficile à soutenir un tarif de 3 000 €, voire plus. Je suis également curieux de connaître les tarifs. Quand on a à minima une génération de retard à la fois sur le CPU et à la fois sur le GPU. Et dernier point, si Microsoft avait fait le choix du Thunderbolt, Microsoft aurait pu nous dire pas de problème, vous êtes créatif, vous pouvez prendre une carte graphique externe. Là, on ne peut pas. Alors, c'est triplement intéressant ce que dit l'ami Julien. Alors, déjà, première réponse, le tarif, la disponibilité. Alors, la disponibilité, on ne la connaît pas encore. On est en train de discuter effectivement. Il a été annoncé au mois d'octobre. Alors, il a été annoncé au mois d'octobre, presque au mois d'avril, aux États-Unis. Ouais. On a vu qu'effectivement, il y a eu un engouement pour ce produit. Donc, on ne va pas se mentir, on est très heureux de ça. Comme quoi, Apple, c'est freudien. Microsoft était en train de peut-être d'augmenter un petit peu la production. On augmente la production. On veut s'assurer aussi. Qu'il arrive avant qu'il soit produit. Quand même voilà. Donc, mais on veut aussi l'étendre évidemment à d'autres zones géographiques. L'idée, c'est aussi de pouvoir apporter de la livraison et des produits en quantité avant de le faire. Donc, si vous voulez imiter Apple, il ne faut pas qu'il soit disponible. Là, on est bien dans la ligne de la marque Cupertino. Il faut qu'en permanence, il soit marqué qu'il sera disponible dans 6 semaines. Dans 6 semaines. L'effet AirPods. Et quand vous le commandez, derrière, il y a encore 6 semaines à attendre. Oui, bien sûr. S'il n'y a pas un problème de batterie, c'est ça? Mais bref, en tout cas, dès qu'on aura plus d'infos sur la date de commercialisation, on communiquera là-dessus et on espère le plus rapidement possible. Et en termes de tarification? Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de travailler sur les tarifications France, mais autour des $3 000, voilà, c'est ça. Sur les prix US, on allait en gros schématiquement de 3 000 à 4 200. C'est pas si éloigné d'un 15 pouces Touch Bar. C'est pas éloigné d'un MacBook Pro Touch Bar, effectivement. Comme quoi, il y a encore de l'appétence pour les ordinateurs de bureau. Mais de même, un iMac très haut de gamme, ça coûte vraiment cher. Alors, j'ai les prix, bouge pas. Je regarde, je vais te dire ça tout de suite. Habile transition, merci Gonzague. Le 27 pouces en entrée de gamme, il coûte 2100 €, 2099. Et le très haut de gamme en 3,3 GHz, 2 Tera de stockage, sans les options. De base, il est à 2599. Donc, si on rajoute les dernières générations, on augmente la fréquence et la taille du disque dur, on ne doit pas être très éloigné. L'entrée de gamme est moins chère que l'entrée de gamme du Surface Studio. C'est pas tout à fait le même produit non plus. C'est le 5K dont je parle. Mais t'as pas le tactile. Je pense que si vous voulez comparer les deux expériences, il faudrait effectivement peut-être rajouter le coût de la partie tactile, effectivement la palette graphique Wacom par exemple ou autre pour retrouver cette expérience. Ils sont malins. Du tactile, on va en parler, mais d'abord, on va passer aux questions Twitter et au bisomètre de la semaine. Les questions Twitter que vous avez posées à notre compte pour Refait le Mac, et c'est un ami Gonzague qui s'y colle cette semaine. Alors on a un mix de questions et de réactions, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé ce qui allait se faire en termes d'évolutivité sur cette machine. Est-ce que c'est importante comme tous les Mac récents, on a pu pouvoir changer les composants facilement puisqu'elles sont soudées, collées, que les disques durs n'ont même plus une forme classique qui fait qu'à remplacer c'est très difficile. C'est impossible. Qu'est-ce qui se passe côté Surface Studio pour ça? On balance, on bouscule le prisme vers le choix aussi de l'esthétique, mais c'est vrai que pour être très clair, il y a aussi une demande très forte de faire des beaux produits, et ça je pense que c'est aussi quelque chose qu'a très bien fait Apple ces dernières années, et effectivement on rentre aussi dans ces codes-là, et évidemment on veut faire des beaux produits qui soient aussi esthétiques autant que performants. Alors ça demande des compromis, et effectivement il y a pour intégrer tous ces composants-là dans ce petit boîtier et puis avoir ce grand écran très fin qui va se transformer en table à dessin, il y a des compromis à faire d'ingénierie et de design, et cela, ça en fait partie. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'on veut tous des ordinateurs plus fins, plus rapides, plus machin, en voulant en même temps changer tous les composants quand on veut. C'est ça. Tout n'est pas possible. Alors, après, un GPI externe. Ça pouvait être pliable et pas cher. Oui, moins cher. Et oui, voilà. Moins cher, plus rapide. Ensuite, on a une réaction qui dit Apple devrait surtout s'inspirer des prix plus abordables par rapport à d'autres. Alors là, on vient de voir les prix, donc bon, finalement, c'est pas tout à fait plus abordable. Et on a une réaction qui dit
de Rudy. Je préfère une marque qui reste fidèle à son identité, du tactile pour iPad, iPhone, oui, mais pas sur l'iMac. Et ça nous rappelle un peu ce qu'avait dit Johnny Ive, Habile Transition, qui disait que d'après les études que eux avaient fait, le tactile n'était pas très adapté à ce type d'appareil et c'est pour ça qu'ils ne se sont pas mis à le faire. On les a cela dit déjà vus dire dans le passé « Oh, pas de stylet sur l'iPad, c'est horrible, c'est de la merde ». Et puis, qu'est-ce qui est arrivé plus tard? L'iPad Pro. Allez, du tactile, on va en parler dans un instant, mais d'abord le busomètre. Encore avec Gonzague. Le busomètre. Mais attends, on va faire une petite virgule. Le busomètre, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple? Gonzague. Alors, en numéro 1 dans notre joli classement, des pirates rançonneraient Apple. Le conditionnel est important. Ils veulent 100 000 $ en carte cadeau iTunes. Ils sont quand même assez cons. Ça a beaucoup buzzé autour de ce sont des pirates turcs qui disent avoir sous leur contrôle entre 300 et 559 millions de comptes. Alors, moi, je ne suis pas très bon en maths. Eux sont encore pires que moi, puisque entre 300 et 559, il y a quand même un bel écart. Apple a démenti entre-temps. Apple dément que les gens auraient le contrôle de ces comptes. Ransomware. Voilà, donc eux ont beaucoup parlé à la presse pour faire parler d'eux. Deuxième rumeur. Donc cette rumeur a 3 étoiles. On a une rumeur qui revient, c'est l'équipe d'Apple dédiée à la réalité augmentée. Et là, je pense que c'est une rumeur qui vaut beaucoup d'étoiles. Pourquoi? Parce que Apple a débauché les gens de firmes plutôt prestigieuses comme Lucasfilm. Alors j'ai les noms des gens de chez Oculus, HoloLens, Amazon. Il a travaillé quand même. Et que apparemment, on pourrait même dire que la réalité augmentée pourrait arriver dans la prochaine génération. Oui, alors c'est le prochain iPhone étant l'iPhone anniversaire. Serait, méfiez-vous. Serait, voilà. On espère qu'il apportera des choses assez sensationnelles. La belle transition d'ailleurs avec l'iPhone. Ensuite, iPhone 5 pouces 8 légèrement courbé. Légèrement, pas trop, mais un peu quand même. Moi, j'ai un peu du mal à y croire parce que c'est marrant. Les téléphones courbés, c'était une phase qui a duré 6 mois et puis ça s'est totalement arrêté. Pas chez Samsung. Oui, mais ils ne font pas vraiment des... Enfin, alors si la forme de l'écran est courbée, effectivement, la plupart des gens que je connais qui en ont trouvent ça insupportable. Bon. Quatrième rumeur, un iPad 10,5 pouces début avril. Début avril, c'est un peu demain, si on accélère de quelques jours. Et c'est peut-être un peu tombé à l'eau pour cette rumeur, puisque Apple vient de faire le refresh de son iPad 9,7 pouces. Ouais, c'est un peu bizarre d'ailleurs ce refresh. Oui, c'est un iPad 1R1, un châssis d'iPad R1 avec l'électronique de dernière génération, plus épais alors que enfin bon bref, mais moins cher, bonne nouvelle. Voilà. Bon. Mais l'iPad, c'est un produit qui cartonne, donc ils ont raison de le mettre à jour et puis ça profite. Mais ils ont quand même du mal à augmenter les ventes. C'est normal parce que c'est un produit qui reste assez longtemps et donc c'est difficile. C'est difficile de vendre beaucoup un produit que les gens ne recyclent pas forcément. Julien, je ne t'ai pas entendu. Oui, je disais, on attend les Surface Pro à 400 € du coup. Voilà, exactement. On commence à l'iPad, du coup maintenant. Quentin Pas de commentaire. Dernière rumeur, un Apple Event en avril. Alors, c'était lié à cette rumeur d'iPad 10,5 pouces. Qu'est-ce qui se passe? Il est probable qu'il tombe à l'eau ou qu'il soit reporté à plus tard, parce que qu'est-ce qu'il leur reste à annoncer? Je sais pas, de nouveaux iMac par exemple pour concurrencer cet engin. Ouais, mais de ce qu'on a entendu dire Tim Cook récemment, je suis pas sûr que l'iMac... Tim Cook, tu connais? Celui qui sûr que, voilà, celui qui passait en France et qui ne voulait pas te voir. Oui, je sais. Eh bien, il est peu probable que cet événement se fasse en avril. Mais bon, pourquoi pas, on n'est pas à avril. On imaginait naïvement que Apple, je sais pas, Cédric, pouvait combiner l'inauguration de l'Apple Park avec un joli event. C'était un scénario qui nous semblait crédible en tout cas. Alors, ça faisait partie des choses dont on parlait. On imaginait de fait que, par exemple, ils nous emmènent dans le nouvel amphithéâtre, dans le amphitheater, auditorium. Enfin, c'est pareil. Voilà. Mais a priori, les dernières photos, c'est pas fini. Les 3000 arbres, il en manque quelques-uns à planter. Ouais, mais à la limite, ça, ce serait pas très grave. Mais voilà, mais il y a encore des trucs où il y a un peu de boue, enfin tout ça. Ça ressemble pas à Apple de dire attendez, alors mettez des bottes, voilà, enfilez le casque. Non, ça ressemble pas à ça. C'est plus du côté de chez lui qu'on voit ça, Cédric, c'est ça? Oui, c'est ça. Visite de chantier, ils font pas Apple. Eux, ils font inspection des travaux finis. Tu vois ce que je veux dire. Mais... Moi, j'espère sincèrement qu'on a tort et qu'on aurait le plaisir d'animer un live en mois d'avril, mais ça nous semble un peu compliqué. Il y a quand même quelques possibilités. L'iMac qui pourrait être mis à jour. Il y a l'oreillette qui siffle en ce moment, comme quoi un iMac ne devrait pas tarder, mais c'est un peu juste pour le mois d'avril. Et puis, pourquoi pas des iPads et voir d'autres surprises. Voir un Apple TV 4K. Bon sang, il va sortir quand cet Apple TV 4K? Dès là, à faire une keynote. Allez, on revient au Microsoft Surface Studio. On va parler évidemment
de la pièce maîtresse de cet ordinateur, son écran tactile. Quand en parlant de l'écran, donc Microsoft, plus que jamais, parie à fond sur l'écran tactile. Gonzague, à l'instant, tu as tendu une perche sur le fait que Apple continue à réfuter que les ordinateurs de bureau, même les ordinateurs portables, ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Quelle est la position de Microsoft par rapport à ça ? Eh ben nous, on pense plutôt au contraire que le tactile, l'usage du stylet, on peut l'introduire sur tous les écrans. Alors c'est vrai que souvent on m'a posé la question, mais quel est l'intérêt du tactile sur un ordinateur portable avec un écran qui est positionné à la verticale ? Ouais. Et c'est un petit peu ça qui a aussi ouvert les nouveaux usages et les nouveaux form factors qu'on a aujourd'hui dans l'industrie, le 2 en 1, ou alors ces PC qui se retournent à 360 degrés. Et puis c'est aussi là-dessus du coup qu'on amène maintenant ce mode de table à dessin sur Surface Studio, parce que finalement ce PC qui fait office de PC, que je peux utiliser avec une souris et puis un clavier, mais que je peux aussi transformer en table à dessin pour faire mes croquis, mon travail créatif, c'est une liberté en plus qu'on m'amène. Et puis, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le travail d'idéation, le travail créatif, avec un stylo à la main, c'est super confortable de le retrouver sur un outil digital. Et c'est un peu la rencontre entre les deux mondes. Le monde digital et le monde analogique, avec une expérience un peu homogène, et cette rencontre qui finalement est assez cohérente. On va poser la question à Mac, puisqu'il travaille dessus depuis le début de l'après-midi, qu'il travaille également sur Mac. Est-ce que la fonction tactile, tu t'es adapté naturellement ? Et au-delà, est-ce que ça te manquait et ça va te manquer demain si tu reviens sur ton iMac ou ton Mac Pro ? Je pense en effet que je vais tripoter mon écran de mon Mac en revenant sur ma machine. C'est tout à fait possible parce que ça fait quelques heures que j'ai passé dessus maintenant. Mais non, en fait, vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la logique, en fait, de manipuler l'écran tactile et vraiment d'être dans son travail. C'est vrai que le stylet est très agréable aussi. Et puis finalement, comme ça, moi, j'élimine le papier de mon travail. Et je me retrouve avec une feuille immense, et donc c'est vraiment très agréable, quoi. Le tactile, c'est la grande révolution de Windows 8. Julien, il y a eu des erreurs, il y a eu des corrections. Tu es assez dubitatif sur la valeur ajoutée du tactile au quotidien, pour la bureautique en tout cas. Il faut nuancer. En fait, Nuançons. Windows 8, je ne ferai pas nécessairement de lien entre le tactile et Windows 8, si ce n'est que effectivement, Windows 8, c'est le premier Windows qui était pensé pour une interface tactile multipoint. Ça, c'est le premier postulat. Deuxième chose, dans un travail quotidien et typiquement sur un ordinateur portable, le tactile a énormément de sens pour un usage de bureau. Et ça, on le voit, mais c'est un usage d'appoint. Ce n'est pas un usage principal. C'est-à-dire, je suis en situation de mobilité, je suis à l'aéroport, j'ai le laptop sur les genoux, bam, je veux scroller mes mails. C'est assez naturel de scroller l'écran. Par contre, sur un travail quotidien, et je pense que c'est ce qu'Apple disait, lorsqu'il en a été question lors du lancement de Windows 8, c'est qu'effectivement, on voit mal travailler toute la journée sur un poste de travail tactile, parce que l'usage du tactile ne sera jamais qu'un usage d'appoint. Alors, j'entends que pour les créatifs, c'est tout à fait différent, et ça peut très bien remplacer une tablette graphique. Donc voilà, maintenant, l'autre truc qui est intéressant, c'est que pour avoir utilisé un MacBook Pro avec Touch Bar, Touch Bar est très intéressante. Simplement, effectivement, chaque fois que j'utilise la Touch Bar, et je crois qu'on n'est pas d'accord avec Thierry là-dessus, j'ai envie de cliquer sur l'écran du Mac. Sauf que l'écran du Mac, il n'est pas tactile. Ouais. Thierry, réaction ? Il le sait, je ne suis pas d'accord, donc ça suffit. Allez, discutez-vous un petit peu. C'est un vrai sujet qui est celui de ce qu'on appelle, non pas l'ergonomie, mais l'utilisabilité. C'est un mot assez difficile à prononcer, qui correspond à essayer de regarder effectivement en termes d'usage ce qui fait du sens aujourd'hui. Alors, est-ce que demain, un écran qui sera sur un Mac complètement tactile aura du sens dans l'environnement qui est aujourd'hui proposé ? Ouais, comme l'a dit Julien, c'est assez secondaire quand même, parce que les usages, ils sont, c'est pas au sein des applications qu'on va utiliser le tactile. Donc le choix, le parti pris en tout cas aujourd'hui qui est fait par Apple, qui est celui d'abord de proposer des trackpads, notamment sur le 15 pouces que j'ai devant les yeux, qui est énorme, de proposer la Touch Bar qui est très complémentaire et qui peut s'assimiler à un usage secondaire tactile,
fait que, mine de rien, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre son bras sur un écran et puis d'attraper une crampe au bout de, je sais pas, de quelques minutes d'utilisation? C'est une question. Parce que la preuve, on le voit bien, c'est que la tablette la surface qui est proposée, je dis tablette, c'est une grosse tablette. C'est aussi une tablette quelque part. Oui, c'est quand même quelque chose qui va s'utiliser en s'abaissant et puis on va directement travailler dessus et on va masquer complètement l'usage du clavier et de la souris. Allez. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une question d'usage et d'usager. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de réponse possible de manière universelle. Brièvement, Cédric, toi qui utilises une touch bar sur ton MacBook Pro, d'abord, est-ce que ça te manquerait de revenir en arrière et au-delà, est-ce que tu as envie de tapoter aussi l'écran? Alors, on a parfois le réflexe, tu vois, il y a des fois, surtout quand tu es sur des interfaces qui sont, des interfaces qui sont faites pour plusieurs types d'écrans, que ce soit la tablette, le PC ou le Mac ou la télé. Tu es sur Netflix, par exemple, instinctivement, tu as envie de cliquer sur une série. Là, quand tu as la touch bar, elle a une utilité, c'est intéressant parce que je vois maintenant éclore des applications tierces qui ne sont pas des applications Apple et qui l'utilisent. Moi, j'utilise une qui est vachement bien pour le mail qui s'appelle Spark parce qu'elle permet de taper dans tous les serveurs mail, Exchange, tout ça. Et ouais, il y a des raccourcis qui sont intéressants. Il y a des raccourcis maintenant sur Final Cut que j'utilise vraiment couramment. J'espère bien quand même. Voilà. Mais ce que je veux dire, on va pas faire, on refait la touch bar, mais elle garde ce défaut de, c'est pas un truc où les fonctions sont découvrables. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est un truc dont tu fais l'apprentissage et après tu décides ce qui te sert et ce qui te sert pas. C'est pas inutile, mais par contre, il faut être clair sur un truc. Ça remplace pas un écran tactile, c'est juste autre chose. Ouais. Il est vrai, Cédric, on va refaire Surface ce soir plutôt que refaire la touch bar et on va parler surtout, on va insister sur les démos autour notamment du stylet de cette Microsoft Surface. Alors je me tourne vers Mike qui est notre graphiste ce soir. Je ne sais pas, quelle est ta configuration que tu utilises d'ordinaire, Mike, pour travailler? J'ai un iMac 27 pouces i7 avec 32 Go de mémoire. Et tu travailles donc avec une tablette graphique d'ordinaire? Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai une petite tablette et je m'en sers pas parce que ça me fatigue en fait de brancher, de débrancher sans arrêt. Et le fait de déporter, je dirais, à distance le dessin par rapport à l'écran, c'est important aussi? Oui, tout à fait. Sinon, je suis obligé de dessiner, scanner, prendre des photos et c'est assez inconfortable en fait. Donc ça, c'est quelque chose. Petite démo, qu'est-ce que tu nous as préparé ce soir? Ouais, alors du coup, j'ai fait juste un petit travail de croquis de typographie. Donc là, tu zoomes en écartant les doigts. Voilà, tout simplement. On retrouve les réflexes des tablettes ordinaires. Exactement. Donc voilà, tout simplement, j'ai le stylet. Je peux commencer à écrire, à dessiner. Donc là, tu retrouves des réflexes que tu as déjà acquis puisque tu es dans l'univers de la suite Adobe, c'est ça? Tu es dans Illustrator, là, c'est ça? Là, je suis dans Photoshop. Là, tu es dans Photoshop. Ouais, là, je suis dans Photoshop. Donc, c'est très simple. En fait, c'est vraiment le contact. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a des mines différents, il y a des choix de mines différents. Donc, si on n'est pas très satisfait du contact qu'on a entre le stylet et l'écran, on peut changer ça. Donc, moi, je pense que c'est assez intéressant. C'est assez malin. Donc voilà, donc là c'est vraiment le croquis que j'ai fait sur l'écran ici. Je vais vous montrer une deuxième étape donc en important mon croquis tout simplement dans Illustrator. Et puis là j'ai voilà, tout simplement j'ai accès ici à ma plume. Et ça c'est vrai que c'est quand même très rapide de dessiner avec la plume ici. C'est vraiment c'est très intuitif, très simple, très naturel. Avec la main droite, tu poses le poignet sur l'écran, ça ne perturbe pas du tout Pas du tout. En fait, j'ai jamais ce souci. Qu'est-ce qui se passe si tu poses la main gauche, juste curiosité? Alors, je vais le faire, voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci, c'est pris en compte. Donc, je peux vraiment m'appuyer dessus si j'ai envie. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a le petit dial ici. Donc j'ai sélectionné une des fonctions, c'est juste de revenir en arrière en fait dans l'historique. Voilà, là je vais juste dézoomer un peu son document Illustrator. Et donc en revenant en arrière, je peux revenir je peux revenir. Après ça c'est juste les paramètres d'Illustrator, mais je peux revenir quand même assez simplement et assez intuitivement en arrière dans mon travail. Donc voilà, là après je vais juste, voilà ici, j'avais fait, on refait le Mac. Très bien. Et donc tout simplement en revenant en arrière, donc c'est une molette, il y a quelque chose de très analogique, de très naturel avec ça. Et ça, je dois dire que rien que ça, pour l'instant,
c'est quand même super sympa, C'est intuitif. même dans Photoshop et même dans Illustrator, parce que de revenir en arrière dans les étapes du travail, comme ça, juste avec une molette, c'est vraiment, vraiment agréable, quoi. Alors, Quentin, en 2 mots, cette molette, la Dial, c'est quoi? C'est une sorte de contrôleur circulaire qu'on tourne un peu comme autrefois les systèmes de magnétoscope pour avancer et reculer, hein, c'est le même principe, qu'on peut poser à l'écran. Hein. Oui, qu'on peut poser sur l'écran. Alors, c'est vrai que là, on montre Illustrator et pour l'instant, on n'a pas encore de fonctionnalités qui sont développées par Adobe pour Surface Dial, même si on espère que ça va arriver. C'est une version de base. Voilà, c'est une version de base. Il y a une version optimisée qui prendra en charge qui est attendue. Oui, en fait, on est en contact là, avec Adobe, on espère qu'ils vont développer des choses là-dessus. En attendant, il y a déjà des développeurs et des éditeurs de logiciels qui ont pensé spécifiquement des fonctions pour Dial. Et Dial, pour répondre à ta question, c'était un petit peu l'accessoire qui manquait pour la main gauche. Il est souvent question, d'ailleurs, on en a parlé avant, du clavier et de la souris. En fait, l'idée, là, ça va être un petit peu d'oublier le clavier et la souris et puis de se projeter à 2 mains. Sur l'écran pour travailler de manière totalement naturelle. Et au-delà, ça permet d'ouvrir un nouveau champ d'interface, je dirais, un logiciel qui n'est pas forcément optimisé pour du tactile. En positionnant la Dial, on a accès à des menus qui apparaissent naturellement et en plus on peut cliquer, hein, parce que la molette est cliquable. On fera un petit essai dans un petit instant. Mais revenez un instant, Mike, sur le stylet, pardon. Est-ce que tu as senti une latence? C'est un défaut assez récurrent de ce type de système. Est-ce que tu as senti une latence? On sait que c'est un point fort de l'Apple Pencil, notamment sur l'iPad Pro. Je ressens pas ce problème. Ouais. Voilà, je peux pas répondre plus simplement. Ça ne me passe pas de soucis, ni dans le dessin, ni dans le travail de mes formes vectorielles, par exemple dans Illustrator. J'ai pas ce problème-là, quoi. Bien. Avant de passer à la démo concrète du Dial, on en est où aujourd'hui des marques qui ont annoncé, adopté, aussi bien le stylet bien sûr, mais surtout la molette Dial? Alors, les éditeurs qui ont commencé à développer pour Dial, donc on a une application de dessin qui est disponible sur le Windows Store qui s'appelle Sketchable, qui est vraiment pensée et conçue pour le tactile. Donc les interfaces sont vraiment allégées et sont conçues pour être beaucoup plus spontanées et intuitives. Et puis on a des applications de toutes sortes. On a une application Bluebeam par exemple qui permet de retravailler sur des plans. Et c'est vrai que là on a beaucoup parlé d'art, de création et de graphisme, mais le travail de plan, notamment pour annoter, pour se servir de Dial comme un compas, et un peu à la façon des outils qu'on utiliserait sur une table d'architecte. On va retrouver un peu ces outils digitaux qu'on va pouvoir utiliser sur une grande feuille de papier. Alors, on va faire une démo plus détaillée pour vous montrer avec une application qui tire vraiment partie du Dial. Mais avant, un détail qui est important, c'est le format de l'écran que vous avez fait. Hein. Si on compare à la Mac à côté, qui a un format un peu plus traditionnel, 16/9, c'est pas un 27, c'est un 28 pouces. Et le ratio d'écran est très différent de ce qu'on a d'ordinaire. Ouais, en fait, c'est le format d'écran qu'on a sur tous les appareils Surface. Donc, c'est un format 3,5. Donc, ça veut dire qu'on a en proportion de la longueur une hauteur d'écran un petit peu plus élevée qu'un format 16. Voilà, on a plus d'espace pour travailler en hauteur plutôt qu'en largeur. Voilà, tout à fait. 4500 pixels par 3000. Voilà, exactement. Donc, ça nous fait 13,5 millions de pixels. On est sur une résolution supérieure à 4K. Là, on cible plutôt les graphistes, les illustrateurs, les photographes, alors qu'on voit dans le monde PC ou même dans le monde Mac avec des écrans externes, pas mal d'écrans de plus en plus larges, hein, du 21/9, c'est ça? Oui. Et là, c'est idéal, par exemple, pour faire du montage vidéo, ça, par exemple. Oui. Là, peut-être pour le montage vidéo, c'est pas forcément le ratio idéal. Hein. Oui, en fait, ce format 3,5 va être très intéressant pour utiliser la verticalité des apps. Et là, c'est vrai qu'en bureautique, en production, en créativité, sur toutes les applications où on va scroller de haut en bas, c'est très intéressant. Il y a un petit truc aussi qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand le produit avait été montré et annoncé par Panos Panay, il avait montré une démo en fait, où il affichait côte à côte 2 pages A4 d'un document Word. Et en fait, il montrait bien qu'affiché à 100%, la page A4 était à l'exacte dimension d'une vraie feuille de papier A4. Et c'est vrai que pour les gens qui travaillent sur la mise en page, de la typo, des documents, ben on a aussi ce confort d'utilisation-là de reproduire ce qu'on va retrouver dans l'exacte réalité. Tu vois, Julien, Microsoft réfléchit déjà à élargir sa niche. Voilà, mise en page. Mais alors, justement, à propos de niche, est-ce que le fait que le Dial soit un accessoire, c'est pas un problème pour l'adoption dans les apps? Alors, c'est une bonne question. Non, je pense pas que ça soit un problème. Au contraire, c'est vrai qu'on a vraiment associé
très fortement Surface Dial à Surface Studio. Le fait que ce soit pas directement rattaché, c'est aussi parce que Surface Dial va être compatible avec tous les appareils Windows 10. Donc c'est vrai qu'il y a un côté optionnel, mais qui ouvre aussi le champ du possible. Et puis on a beaucoup d'éditeurs là qui se sont manifestés déjà sur la question, donc on est plutôt optimiste pour avoir beaucoup de choses qui vont se développer et se porter autour de l'outil. Allez, pour conclure cette émission, on va faire une petite démo spéciale rien que pour vous de la Microsoft Surface Dial, justement cette étonnante petite molette. Alors on a échangé les places, Mike m'a rejoint et Quentin a pris la place de la démo pour nous présenter donc la Microsoft Dial. Kezako. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'application Sketchable, qui est une application de dessin. Donc, vous voyez, donc c'est pas moi qui ai fait cette illustration. J'ai pas autant de talent malheureusement, mais ça viendra peut-être à force d'utiliser Studio. C'est pas regarder ta cam derrière toi sur ta droite quand tu parles. Vas-y. Donc ici, je suis sur un dessin que je vais déjà pouvoir effectivement manipuler avec les doigts. Je vais le mettre juste dans cette position. Vous voyez qu'ici, là, sur la partie haute, j'ai une palette graphique que je vais pouvoir utiliser et interagir avec mon stylet. Et puis, dans la main gauche, je vais poser Surface Dial autour de l'écran. Et vous voyez, j'ai un menu radial qui apparaît autour de Surface Dial. Et je vais pouvoir tourner de gauche à droite Surface Dial, comme si c'était effectivement un menu de navigation, et choisir des options. Donc par exemple ici, je vais cliquer sur cette option-là, je vais pouvoir zoomer et rentrer dans mon dessin pour me rapprocher par exemple du capot de la voiture, et puis je vais pouvoir commencer à dessiner dessus. Alors ce qui est intéressant, c'est que la position de ma main, elle n'est pas forcément adaptée à l'orientation du capot, donc si je reclique sur le dial et que je tourne le dial, je vais pouvoir tourner l'image, et puis vous voyez en fait mon stylo, il ne quitte pas l'écran, et en fait je tourne l'écran en même temps que je travaille sur ce dessin, et donc il n'y a pas d'interruption dans mon processus créatif. C'est quelque chose qui est vraiment continu et assez fluide et naturel. Sketchable, ils ont pensé à d'autres choses, je vous montre rapidement, mais je vais mettre la molette ici, comme ça vous allez, hop, j'ai dézoomé, je vais revenir, excusez-moi, voilà. Vous voyez là, c'est par exemple, je peux changer en fait l'espace colorimétrique de mon stylo. Donc juste pour vous le montrer rapidement ici, si je tourne le dial très rapidement, on va changer en fait la couleur du stylo. Et si on veut jouer sur les nuances de couleur ou quoi, on n'a pas besoin de rentrer dans ces presets. On va pouvoir simplement régler et ajuster ça avec son dial. Et puis il y a toujours, Mike l'avait montré tout à l'heure, la possibilité par exemple de revenir en arrière. Je vais pouvoir rejouer ma séquence et revenir avec juste la molette pour faire apparaître ou recréer une séquence s'il y a quelque chose qui ne me satisfait pas. Donc si je travaille pendant 5 minutes sur tout un processus créatif et que je ne suis pas satisfait et que je veux revenir en arrière, je vais simplement tourner la molette et repartir sur une nouvelle session de travail. Mike, ça nous rappelle un petit peu les systèmes de molettes qu'on voit aussi sur les tablettes, les dernières générations de tablettes Wacom. C'est un peu dans l'esprit. Alors, je ne connais pas ces dernières générations de tablettes, mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. On revient au bouton un peu comme sur les chaînes IFI, quoi. Alors, je vais me tourner vers nos chroniqueurs du côté de la visio et puis ici avec Gonzague. On va commencer d'ailleurs peut-être par Gonzague. Est-ce que tu es convaincu par la démo qui vient d'être faite, tout simplement? Alors moi, la partie dial, je la comprends, mais je ne suis pas créatif, donc ce n'est pas forcément le produit qui répond le plus à ce que j'utiliserais au quotidien. Par contre, c'est vrai que je t'ai déjà dit, j'aime bien sur Facebook, la Surface, et je trouve que l'évolution de Windows vers un OS qui est utilisable à la fois en tactile avec une souris et un clavier est très intéressant, donc forcément le Surface Studio s'y prête encore mieux. Après, voilà, je suis pas créatif, donc ça ferait un très beau produit dans un hôtel, mais je ne pense pas que je m'en servirais avec mes doigts, puisque c'est pas moi l'utilisateur cible. Et puis toi, il est tellement... Comment dit-on, maniaque de ces produits qui passerait son temps à la nettoyer. C'est vrai que je mets le doigt, je nettoie, je mets le doigt, je nettoie. Et c'est vrai que c'est pas évident de salir un si bel écran. Cédric, ton avis, est-ce que tu es convaincu par la démo qui a été faite? Non, et puis je l'ai déjà vu la démo. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc où tu te dis, il y a des gens qui y ont pensé, qui se sont dit on va le faire et qui l'ont fait et ça fonctionne. Et c'est pas du tout évident parce que ça met tellement de choses en jeu en termes d'ergonomie, d'interface et puis d'usage. Enfin, tu vois, c'est le truc, une fois que tu l'as inventé, tu te dis mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Et je vois comment de fait il y a plein de gens à qui ça va pas gagner un temps fou. C'est un bel outil. Ça reste un truc là encore de tête de gondole. C'est fait ni pour toi ni pour moi. Je veux dire, on va pas changer la taille des polices. Toi qui fais beaucoup de Final Cut ou de Premiere, si tu es dans l'univers PC, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de transposition possible encore. Hein. Si, parce que tu vois, par exemple, c'est amusant, je me faisais la réflexion hier en passant à côté d'un banc de montage à TF1 où il y a encore des molettes. Alors,
c'est un truc virtualisé parce qu'en fait, c'est un gros truc USB qui est connecté à un ordinateur, à tel point que le logiciel de montage te fait même quand tu remontes et que tu descends dans tes plans. Mais de fait, la molette, c'est quand même un vieux truc, mais c'est pas mal pour aller. Pour un monteur, tu as raison, c'est vrai. Voilà. Donc, il y a plein de trucs d'usage qu'on peut inventer comme ça. Thierry, de ton côté, convaincu ou pas? Complètement, oui, parce qu'on peut imaginer des tas de dispositifs pour améliorer les interfaces. Maintenant, comme l'a dit tout à l'heure Cédric, d'abord, il faut être créatif, et puis il faut en avoir vraiment un usage avancé pour y trouver vraiment goût. Enfin, on va continuer d'utiliser nos claviers et nos souris encore pendant beaucoup d'années avant de rajouter effectivement tout ce genre de dispositifs. Maintenant, c'est qu'une question d'opportunité. Est-ce que ça peut nous servir ou pas? C'est à chacun de le dire. Et pour conclure, peut-être du côté de Julien. Je vais essayer d'être synthétique. Très bonne idée. Dommage que ça soit un accessoire. Et j'ai pas du tout confiance en Adobe pour rapidement adopter cette technologie, puisqu'Adobe, c'est les spécialistes pour annoncer un truc à une keynote sans jamais le faire. Ouais. Mais sinon, c'est une très bonne idée. Bon, je les ai un peu démontés, mais c'est une très bonne idée. Ouais, bon, on va voir, écoute. On va voir. Bon, écoute, moi de mon côté, je trouvais ça, le design plutôt rafraîchissant. Le tactile, vous le savez, c'est mon dada et je rêve d'un Mac tactile. Je sais que l'interface ne s'y prête pas, mais en tout cas, quand on est créatif, ce qui n'est pas mon cas, mais ça peut apporter une vraie valeur ajoutée. Et c'est la base historique d'Apple, donc bon sang, ça se tapait la tête contre un mur. Mais qui sait, comme le disait si bien tout à l'heure Gonzague, c'est parce que Apple dit blanc aujourd'hui qu'il ne fera pas noir demain. Voilà, ce sera la conclusion de cette émission. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite par Cédric. Écoute, cette semaine, je sais que Gonzague, lui, il essaie des grosses berlines allemandes. Mais moi, j'ai essayé un scooter. Un scooter électrique. Un scooter électrique chinois. Non, absolument, non. On n'est pas en train de te faire une sous-émission auto comme ça en mousse-dé, non. On va y venir, tu vas voir, on va y venir. Mais j'ai dit ça, pourquoi pas, c'est pas mal. Ouais. Un scooter qui est à la fois électrique et connecté. Alors évidemment, c'est chinois, ça s'appelle NIU, N-I-U, et ils sortent enfin chez nous un modèle qui s'appelle le N1S. C'est, imagine, l'équivalent électrique d'un scooter 50, mais pareil, avec une vraie patate, un truc vraiment vachement agréable à conduire comme tout, très joli design, tu vois les images. Il y a une batterie qui fait en gros la taille et le poids d'un gros pack de lait, que tu peux soit brancher directement au scooter à une prise, soit sortir la batterie et la brancher chez toi, ce qui n'était pas toujours le cas sur des machines de cette taille-là. 80 km d'autonomie et puis le prix de l'équivalent d'un scooter thermique chez Vespa par exemple, prix catalogue de 1 800 €. Si tu as la chance d'être parisien, la mairie de Paris te donnera 400 € de motivation pour t'acheter un véhicule électrique. Je suis assez impressionné, surtout il y a l'application. L'application qui va avec. Ouais. Et puis c'est design, c'est sympa. Ça ressemble un petit peu à un look assez rétro, c'est plutôt sympa. Et puis effectivement, tu l'as dit, c'est pas trop cher, surtout quand on compare au prix des vélos électriques qui sont horribles en termes de prix. Allô ? Oui. Allô ? Oui, monsieur. Oui, j'avais pas fini. Ah, pardon. Mais c'est pas ça qui est intéressant, on s'en fout. Ouais. Des scooters électriques, il y en a plein de marchés, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a une app. Il y a une app que tu vas connecter au scooter à distance et qui va te permettre de savoir en temps réel. En gros, c'est un peu comme une Tesla, mais version scooter. L'app va te permettre de savoir en temps réel où se trouve ton scooter, intéressant, surtout à Paris, et le niveau de charge de la batterie, son utilisation, etc. Donc c'est vraiment remarquablement bien foutu. Je pense une question, Cédric. Pas mal. Est-ce qu'il y a une version Windows Phone de l'app ? Bon, il fallait que je le place au moins une fois. Non, allez, on n'a pas beaucoup parlé. Oui, parce que j'ai dit... Désolé, c'est iOS et Android only, malheureusement. Voilà. Merci Cédric. Thierry, de ton côté, ton coup de cœur. Moi, d'abord, il y a un petit détail que j'ai beaucoup aimé là, qui est arrivé récemment. C'est chez Microsoft. Si, il y a des trucs qui sortent. Vous liez tous contre Apple ce soir. Avec la touch bar et le support aujourd'hui d'Outlook. Ah oui. Donc ils commencent à s'y mettre. Ça évolue. Donc il y a de bonnes idées. Donc quasiment toute la suite Office aujourd'hui en profite. Et puis comme j'aime bien un peu moquer un peu Microsoft, moi j'ai un coup de cœur qui est pour une application qui permet de faire de la 3D. Donc j'ai pas besoin d'attendre Microsoft Pen pour ça. Ça fonctionne avec les doigts sur l'iPad. Ça fonctionne avec un stylet. Ça s'appelle UMake. C'est une très belle application 3D, donc on peut dessiner en 3D assez facilement grâce à ça. C'est très, très didactique. Voilà.
Je ne sais même plus combien ça vaut pas très cher. Ça vaut même le prix fera rire, comme dirait Cédric. Julien est privé de coup de cœur parce qu'il fait la grève des coups de cœur, donc on passe directement à Gonzague. Moi, mon coup de cœur, et parce que je suis fan de Sonos, c'est la Playbase. Ils ont sorti la version de leur barre de son qui se met maintenant sous les télés, puisqu'avant, ils avaient fait quelque chose qui était fait pour les télés qui se montent au mur, et maintenant, comme ils se sont rendus compte que 70% des télés étaient posées sur des meubles, ils ont fait le produit qui va bien, qui va en dessous et qui remplit les pièces de son. C'est plutôt bluffant. Ouais, j'ai trouvé même un peu meilleur en termes de basse que la Playbase. Exactement. Ils disent que c'est la même chose, mais je ne suis pas d'accord. Ouais. Donc c'est assez pratique, effectivement. Je m'attendais plutôt à ce qu'ils sortent une enceinte portable, ou une enceinte extérieure, mais qui sait, ça viendra. Ça coûte le même prix que la ça coûte le même prix. Autour des 800 euros. Quentin, de ton côté moi j'ai là passé une semaine à rencontrer des créatifs. Alors c'est pas un objet, mais c'est plutôt une rencontre. En fait, j'ai rencontré notamment une créatrice de mode qui s'appelle Elisabeth de Senneville. Je sais que tu es prêt pour travailler chez Apple, là, c'est bien. Écoute, je sais pas, mais on essaye de se mettre en situation. Et vraiment, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de vécu dans l'histoire de la mode et puis l'arrivée des nouvelles technologies. Elle m'a expliqué le fonctionnement des graphuites qui étaient en fait les ancêtres des scanners pour scanner des motifs et les réintégrer après sur des imprimés. Donc c'était vraiment intéressant. Et puis surtout, elle prenait beaucoup de hauteur aussi sur les enjeux du futur, l'arrivée des nouvelles technos dans le digital. Je pense notamment, elle me parlait des avatars, la capacité qu'on aura à se scanner en 3D, à utiliser les imprimantes 3D pour pouvoir directement créer des vêtements qui sont automatiquement dimensionnés pour soi. Donc c'est assez intéressant, c'était très enrichissant et beaucoup de prise de hauteur aussi sur la création et puis comment l'innovation technologique, le digital se met au service de ça. Et comment créer des outils qui leur permettent d'enrichir leur créativité et de leur simplifier la vie au quotidien. De mon côté, regardez, c'est tout simple. C'est une petite application pour un objet qu'on a tendance un petit peu à oublier ces derniers temps, mais pourtant elle se vend bien, près de 4 millions lors du dernier trimestre. C'est pas si mal que ça quand même. C'est l'Apple Watch, bien sûr, et une application plutôt sympa qui comble un manque de la montre d'Apple, à savoir le suivi de votre sommeil. Ça s'appelle AutoSleep. Il y avait déjà une première application qui s'appelait Sleep++. Celle-ci est beaucoup mieux dans la mesure où vous avez besoin de rien faire du tout. Elle détecte automatiquement, bien sûr, il faut garder la montre pour dormir. Elle détecte automatiquement que vous endormez et détecte que vous vous réveillez. Et vous avez véritablement un suivi très fin. Et il suffit juste de déposer, bien sûr, la montre pendant la douche pour la charger. En les 20-25 minutes, elle est vite chargée. Si vous prenez votre temps comme moi le matin, ça devrait le faire. Tu gages de l'eau pendant 20 à 25 minutes. Mais non, je ne gâche pas de l'eau, j'attends. Voilà, que ça chauffe. J'attends que ça chauffe. Voilà. Je vis dans une vieille maison. Voilà, nous sommes arrivés et ça coûte 2,99 €, donc c'est même le prix fera rire. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 256e épisode dont Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes de Microsoft de nous avoir accueillis ici dans ce magnifique loft et de nous avoir fait cette jolie démo du studio, du Surface Studio. Merci à Pierrine, merci à Olivier, merci à Quentin. Quant à nos chroniqueurs, vous les retrouvez chaque semaine, à commencer par Cédric, que vous retrouvez chaque matin dans la matinale de LCI. C'est bien ça, Cédric? Absolument, à 6h25 et 7h25 en direct. Voilà. Ça fait même pas mal. Ça fait même pas mal, mais c'est très intéressant. Ça donne envie de se lever tôt le matin, Cédric. C'est ça qu'il faut dire. Voilà. Il se passe pas mal. Il y a plein de gens qui regardent, donc c'est pas mal. Voilà. Mais j'ai fait pour la première fois l'expérience. J'ai fait pour la première fois l'expérience de rentrer chez moi à la fin de ma journée de travail, c'est-à-dire à 7h35. C'est assez déstabilisant. Ouais, c'est assez étonnant. Hein, c'est que quand la journée des autres commence, mais tu commences plus tôt. Voilà, c'est tout. Julien, tu reviens quand tu veux dans ta nouvelle vie. Tu auras le droit de venir encore, j'espère, dans Refait le Mac. Avec plaisir, et vous pouvez me retrouver sur Twitter de toute façon. Bah tiens, on va se gêner pour se moquer de toi comme on fait d'habitude sur Twitter. Et non, je plaisante. Et Thierry, tu reviens quand tu veux. Oui, merci. Bon, Quentin, ça va, ça n'a pas été trop dur, on a été gentils. On vous a accueillis physiquement, mais merci de nous avoir accueillis dans votre émission. Oui. Ça nous a fait très plaisir, on est ravis. J'espère qu'on aura de l'actualité encore à donner autour de Microsoft, peut-être même des annonces autour de... On a parlé de l'iPad et du Mac, on verra ça dans quelques semaines. Et puis merci également à Mike qui nous a fait des jolis dessins ce soir, bravo. Et puis on va voir si tu vas switcher, si tu vas rester sur Mac. On vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant. Mystère. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de faire cette émission, de vous retrouver chaque semaine. Vous êtes toujours aussi nombreux. Merci de votre fidélité. Et quant à nous, je propose qu'on se retrouve tout simplement la semaine prochaine. Au revoir.